Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Et l'actualité des Verts, elle est belle, oh qu'elle est belle, puisque les Verts, ça y est, montent en Ligue 1. C'est la fête, hein? C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Voilà, c'est la fête. C'est la fête. On est bien d'accord, hein? On est où, Olivier? On est en Ligue 1. 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 On est où, Olivier? En Ligue 1. On est en Ligue 1. On est en Ligue 1. On est en Ligue 1. Comme ça pendant 50 minutes, cher auditeur. Non, On peut le faire. sérieusement. On en est capable. Voilà, Olivier à côté de moi pour fêter cette montée imprévisible quand on connaît toute la saison. Eric est absent, il a préféré aller regarder des joueuses lyonnaises à Geoffroy Guichard. C'est son droit, on lui fait un petit coucou. Voilà, on aurait C'est bien surtout voulu parce que fêter c'est à avec Geoffroy lui, mais Guichard. bon, voilà, c'est comme ça. Je lui fais un petit tacle, un petit tacle par derrière à Eric qu'on adore, qui était présent à Metz. On va revenir sur cette double confrontation puisqu'en 4 jours il y a eu ces matchs de barrage et il a fallu attendre le bout du bout pour voir la qualification, on va dire, la montée des Verts au stade supérieur. Donc longtemps dans cette émission, on va revenir sur ces deux rencontres. Alors on va être peut-être plus long sur le deuxième. Voilà, On quitte la Ligue de Becquet. En Ligue 2 Becquet. Et on va où? Eh ben, on va en Ligue 1 McDo. Et c'est pour ça, quoi de mieux que des Nord-Américains pour aller en Ligue 1 McDo? Comme quoi, c'était écrit. Dans c'est une pas Ligue 1 possible. McDo, voilà, les Canadiens, ils vont être comme chez eux. Voilà, exactement. Donc, il y aura une courte page Haute-Loire parce qu'il y a eu des matchs ce week-end en Altiligéré, en Régional 2. Donc, on reviendra, on clôturera avec les coups de cœur, les coups de tête. Il n'y aura pas d'agenda, évidemment, ou sinon un gros agenda, puisqu'on verra ce que ça va donner cette saison de Ligue 1. Je sais même pas quand c'est que ça reprend. Enfin, voilà, on discutera de tout ça et on passera des morceaux musicaux, mais quoi qu'il en soit, on est bien d'accord. C'est la fête. C'est la fête. Voilà, et on commence donc tout de suite par le match de la semaine, Olivier. On fait C'est comme ça. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, le match de la semaine. Alors le match de la semaine, c'était le match tant attendu, première manche contre les Messins, avec donc la composition suivante. Larsonneur dans les buts, il était pratiquement rétabli. Petro à gauche, défenseur gauche, Batoubin Sika et Nadé c'était la charnière centrale, et Yvan Masson à droite. Au milieu, c'était Tardieu, la pointe basse du milieu de terrain, accompagné de Mouefek et de Chambaud. Et puis devant, on avait deux hommes sur les côtés, Cafaro à gauche, Cardona à droite et Ibrahim Sissoko comme avant-centre. Alors dans une ambiance incroyable, les Verts vont démarrer assez fort cette partie, mais c'est pourtant Mikotadze qui va se mettre en évidence. Il répond à Tardieu en trouvant le poteau de Larsonneur. Je m'en rappelais plus de cette occasion, hein. Il arrive à prendre de vitesse Batoubin Sika sur un ou deux pas et il tire sur le poteau. Alors les Verts vont lui répondre, c'est Tardieu qui arrive à décocher une belle frappe. Mais mis à part cette occasion, ce sont les Verts qui dominent et il faut, sur un contre mené par Cafaro, c'est Sissoko qui va s'emmener le ballon dans la surface et lober Oukidja avec une frappe assez astucieuse pour le 1-0. Contre le cours du jeu, les Messins vont égaliser sur corner, sur une tête de Traoré, qui va profiter d'une glissade de Larsonneur, donc un partout à la mi-temps. Ouais, c'était juste avant la mi-temps. Exactement. Et en deuxième mi-temps, les Verts vont imiter les Messins, mais cette fois c'est Cardona. Donc imité parce que c'est sur coup de pied arrêté. C'est Cardona qui va faire sa spéciale. Appel au premier poteau, tête décroisée, mais cette fois la balle va passer de peu à côté. Quelques minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Mais cette fois-ci, Cafaro va bien trouver Cardona, lequel va devancer Oukidja de la tête pour le 2-1. On est à la 80e minute et le score va en rester là. Avantage pour les Verts lors de ce match aller, mais surtout une question. On n'a pas eu le temps de se voir, Marco, depuis ce match, hein. On a enregistré mardi, la première manche était jeudi. Est-ce que comme moi tu as senti qu'on avait pris le dessus
lors de ce match aller et pris d'une certaine manière une grosse option pour l'accession en Ligue 1. Oui, surtout que c'était une surprise, puisque moi je l'avais dit à l'antenne, j'avais pas vu de match de Metz cette saison. Je regarde simplement les matchs des Verts, et Metz, moi je connaissais pas. Hein. Je savais pas comment ils jouaient. Après, voilà, ils ont quitté la Ligue 2 l'année dernière, ça je m'en souviens, mais cette saison, je sais pas ce que ça donnait. Et j'étais surpris par leur faiblesse au cours de cette première rencontre jeudi dernier, et parce qu'on n'a pas été inquiété pendant 90 minutes. C'est juste le coup de pied arrêté, le corner. Et encore, la tête elle est en plein centre et il faut une glissade, un mauvais appui de notre gardien pour qu'ils égalisent. Mais sinon, il y a eu peu d'occasions. Effectivement, il y a cette première occasion de Mikotadze sur le poteau en première mi-temps. Mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose. Et ça a été plutôt rassurant. Et moi, j'avais un regret. Effectivement, on avait pris l'ascendant sur cette rencontre. Au final, on est bien d'accord, hein, 2-1. Mais je trouvais qu'une différence de 2 buts aurait été préférable, vu le match auquel on a assisté à Geoffroy Guichard. Parce qu'on a quand même bouffé la feuille pas mal de fois. Et puis, j'en ai pas parlé, hein. Les autres, ils ont eu très peu d'occasions, quoi. Ouais, franchement. Et il y avait moyen de faire un +2, à mon avis. Et j'étais un petit peu enragé, moi, à la sortie du stade, de n'avoir qu'un but d'avance. Après, j'ai vu aussi l'incapacité des Lorrains à produire du jeu, à fonctionner simplement en contre-attaque. Ils n'ont pas d'autres stratégies. En tout cas, sur cette rencontre, je voyais mal. Et on les a pas vus non plus frais, alors que c'est ce qu'on pouvait redouter, c'est-à-dire une équipe de Metz qui s'était reposée depuis 10 jours et une équipe stéphanoise qui avait affronté Rodez entre-temps. Donc, et qui avait fini plus tard son championnat. Donc on pouvait s'attendre à ça, et en fait il n'en a rien été. Et moi, alors, là où j'ai eu vraiment, j'étais optimiste, c'est j'ai trouvé qu'au niveau de la tête, on leur avait mis un gros coup sur la tête, parce qu'il y a la défaite bien sûr, mais il y a aussi ce public qui reste à la fin du match. L'ambiance. Et l'ambiance qui porte les Verts comme ça, tout le monde part pas au coup de sifflet final à Geoffroy Guichard dans ces moments-là. Là, les gens sont restés, on chantait et on voyait les Messins rentrer tête basse au vestiaire avec, tu vois, un coup sur la tête. Donc pour se relever de ça en 3 jours, c'est pas évident. Ouais, non, mais c'est sûr que l'ambiance a été terrible, et super ambiance à Geoffroy Guichard. Et les Messins, je pense qu'ils ont été aussi surpris, même s'ils s'attendaient. Ils connaissent ce stade, mais les rencontres des années et saisons précédentes, c'était pas un match à coup près comme ça. Et effectivement, le peuple vert a répondu présent. Et effectivement, il y a eu une grosse ambiance à Geoffroy Guichard. Ça a porté, et je pense que les Messins ne pouvaient pas communiquer entre eux tellement ça faisait de bruit. Je pense que ça a dû les gêner. Ils ne doivent vraiment pas être habitués. Et effectivement, je les ai sentis un petit peu abattus après ce premier match. Et puis il y a aussi le fait que eux, ils ont fait une saison comme nous il y a 2 ans. Quand on était inversé, quand on a affronté Auxerre, ils viennent de faire une saison difficile. Hein. Ils ont gagné très peu de matchs. Ils n'ont pas beaucoup fourni de jeu. Leur public, on a vu au match retour que le public il avait du mal à s'enflammer aussi. Donc c'est pas du tout le même état d'esprit. Et c'est pour ça que les équipes de Ligue 2 qui finalement sont sur une dynamique positive, elles ont aussi cet avantage par rapport à des équipes de Ligue 2 qui, si elles sont pas préparées, elles ont plutôt une dynamique négative. Et là, typiquement, c'était ça. Avec ce public en plus, donc moi j'étais optimiste. Alors on va voir ce qui s'est passé ensemble lors du match retour, même si tout le monde le sait. C'est bien de se rafraîchir la mémoire, ne serait-ce que parce que c'était un match, je pense qu'on s'en souviendra longtemps, ce match de début juin de 2024 pour l'AS Saint-Etienne.
Oui, je pense qu'on s'en souviendra longtemps, oui. Dimanche à 17h, effectivement, Dalloglio avait aligné l'Arseneur dans les buts. Et c'était pas exactement la même équipe que quelques jours plus tôt, puisque Apia était aligné d'entrée avec Batubinsika, Nadé et Petro. Tardieu, Mouefek, Chambaud au milieu et Cardona, Sissoko et Cafaro en pointe. Voilà pour le 11 de départ de l'ancien coach dijonnais et brestois. Et tout avait mal commencé pour les locaux, et puisque Papa Amadou Diallo, pris dans l'engagement mis par ses coéquipiers en début de match, harponne Denis Apia. Et en plus de devoir composer avec son but de retard, donc Metz est condamné à jouer la quasi-totalité de la rencontre à 10. Voilà, alors grâce à la VAR, puisque Monsieur Marie Brizard a sorti un carton jaune, et c'est en regardant l'écran qu'il a sorti le rouge, et il a vu la grosse faute du Messin. Et pourtant, les Messins vont réagir. Lamine Camara est dans un bon jour, et le jeune Sénégalais est tranchant à la récupération. Il enchaîne les contres favorables, touche Georges Mikotadze qui trouve le décalage vers Kouao, et le centre du latéral ivoirien traverse toute la surface jusqu'à Udol qui remet, et devant le but qui est là, Lamine Camara pour remettre les compteurs à 0 dans l'hystérie générale du stade Saint-Symphorien à la 17e minute de jeu, 1-0 pour les Lorrains. Metz prolonge son temps fort quand Mikotadze efface Apia, puis contourne Yvin Cardona et attend patiemment, après avoir plongé dans la surface, que Marie Brizard y siffle. Il lui accorde un penalty. Penalty que le Géorgien prendra un malin plaisir à transformer en cédant du poteau. 2-0 à la 25e minute de jeu. C'est l'euphorie pour les Lorrains, et le capitaine Udol s'offre même quelques minutes plus tard une frappe étrange qui flirte avec la lucarne de l'Arseneur. Saint-Étienne, si joueuse et consciente il y a quelques jours de ses forces au match aller, est méconnaissable. Cependant, après avoir encaissé les coups, les Forésiens profitent enfin de leur supériorité numérique, et sur un corner de Chambaud, c'est Mouefek qui, au premier poteau, on va dire du haut de l'épaule, détourne vers le second poteau où se trouve, jolie déviation, où se trouve Léo Petro, qui profite et qui est seul au second poteau pour fusiller Oukidja. C'est réduction du score à la 35e minute de jeu, 2-1 à ce moment-là. Et voilà, tout est à refaire, puisque 2-1 à l'aller, 2-1 au moment de juste avant la mi-temps. Et voilà, l'ambiance est assez intense, c'est assez intenable devant son écran. Effectivement, l'ambiance devient irrespirable quand Ivan Masson, à la 65e minute de jeu, pousse le ballon dans le but vide, mais le latéral était le mieux placé pour suivre le duel remporté par Okidja et Sissoko. Mais dans sa célébration, Ouais. Voilà, Ça c'est hors match finalement. Voilà. Enfin, Monsieur Brizard veut revoir les images, et au début de l'action, soi-disant, un Sissoko aurait fait obstruction sur Udol, et Udol aurait pu revenir sur Masson. Bien sûr que non, mais bon. Scandale à Saint-Symphorien quand on nous refuse, en fin de compte, ce deuxième but tout à fait logique. Et le FC Metz tire la langue et vit replié, comme il l'a si souvent fait en Ligue 1, mais la pression verte ne suffira pas à éviter la prolongation. Un bonus qui, inauguré par les frappes de Tardieu, de Mboukou, aurait pu basculer sur une matchère aussi de Van der Kerhoff, le côté messin, l'ancien Bastier, ou sur cette tête de Wadji côté stéphanois. Le retour d'Apia devant Arthur Atta à 7-8 minutes de la fin de la rencontre vaut aussi son pesant de cacahuètes, tout comme les innombrables contre Grenat pour sauver les meubles. Difficile d'expliquer comment les Lorrains ont tenu jusque-là, mais un certain Wadji a fini par trouver la clé, servi par Mboukou au point de pénalty à la 117e minute de jeu. Il marque le 2-2 et Saint-Étienne peut exulter. Les Verts sont de retour en Ligue 1 2 ans après l'avoir quitté.
Donc voilà, et chemin inverse pour les Lorrains. Donc voilà, on est où, Olivier ? On est en Ligue 1. 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 Tu me reverras C'est la fête. ton solfège, s'il te plaît. C'est la fête. Bon, Donc, voilà, il faut, donc, on est censé analyser malgré le champagne qui coule à flot. Allez, je m'en resserre un d'ailleurs. Bascule, mon cher Marco. Je voulais te demander donc le carton rouge qui on reparlera de la VAR bien sûr tout à l'heure, mais le carton rouge il a lieu à la 6e minute. Ouais. On n'a pas reconnu nos verts en ce début de match pendant longtemps. Ouais. Je pense que ça les a Malgré pas le servi. fait qu'il soit à 11 contre 10. Ben parce que ça ne les a pas servis. Tu connais bien Saint-Etienne. Moi, depuis longtemps, je suis sévère. Et à chaque fois qu'on est en supériorité numérique, on n'arrive pas à faire les différences. On a même perdu pas mal de matchs. On va dire ces 20 dernières années, on a perdu pas mal de matchs quand on était en supériorité numérique. On n'arrive pas à faire la différence. C'est une spécialité forésienne, je sais pas. On n'y arrive pas. Donc ça a un petit peu déstabilisé à la fois les Lorrains, mais à la fois les Stéphanois. Et effectivement, le milieu de terrain cette entame de match côté stéphanois, là, ce milieu de terrain, il a été inexistant. Alors les 5 premiers ballons, par exemple, de Tardieu, c'est 4 à l'adversaire. Pendant une demi-heure, on passait de la défense aux attaquants sans passer par nos milieux de terrain. Ouais. Et ça, c'était criant. Et après, on allait d'un but à un autre et c'était alarmant. Mais effectivement, il n'y avait pas de construction côté stéphanois et c'était inquiétant. Et c'est à ce moment donc qu'on encaisse des buts. Alors, Est-ce que c'est dû exclusivement au carton rouge, cette surprise du carton rouge? Bah moi ouais, pour moi je trouve qu'ils ont été un petit peu déroutés d'être en supériorité numérique et automatiquement les autres ils ont plus fermé derrière, donc ils voulaient fonctionner en contre-attaque et ça a modifié leur plan et je pense que ça a un petit peu tout ça... modifié. Et ce milieu de terrain stéphanois, Chambaud, on l'a presque pas vu les 20 premières minutes, Mouefek très peu, Tardieu beaucoup plus, mais parce qu'il est en numéro 6 et c'était à lui de créer le jeu. Et en créant le jeu, il a perdu énormément de ballons. Les 5 premières minutes de Tardieu ont été catastrophiques. On est d'accord. Catastrophiques. Après, c'était mieux au fil du match, et heureusement. Mais c'était vraiment compliqué, ce milieu de terrain stéphanois. Et oui, on ne reconnaissait pas les Verts de 4 jours, qui avaient joué 4 jours auparavant. Et donc c'est vrai que quand on a vu ça, en plus les 2 buts pris, on se disait mais qu'est-ce qui va faire que ça va aller mieux ? Il a fallu attendre la mi-temps. Donc peut-être que c'est là qu'on voit quand même le but de Petro. Il a fallu un monistrolien, un altiligérien pour remettre les Verts dans le coup. On le note en passant quand même. Ah oui, non, mais c'est sûr que Petro et aussi peut-être quand même le discours aussi d'Aloglio qui est renforcé par ce but-là. Mais je pense que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, de toute façon, jusqu'à la mi-temps, c'est foutu. Ils sont pris ils ont la tête sous l'eau. Ils vont rien pouvoir faire. Peut-être à la mi-temps, Dalloglio va avoir les mots. Mais et heureusement, il y a ce but qui change tout, parce que rentrer à 2-0 à la mi-temps, ça aurait été un peu la cata, parce que derrière, ça change tout aussi. C'est vrai qu'on a bénéficié de pas mal de coups de pied arrêtés, et notamment des corners. Vu qu'on était en supériorité numérique, on se crée quand même des occasions, et c'est bien justement d'avoir réduit le score sur une de ces occasions-là. Mais après, on peut revenir aussi sur les faits de match, le penalty. On y reviendra. Et c'est simplement scandaleux, quoi. On y reviendra. Regardez par n'importe quelle caméra. Comment tu expliques la domination stéphanoise en deuxième période par rapport à la première, où finalement, même à 10 contre 11, c'est les Messins qui parfois se sont montrés plus dangereux, sauf les 5 dernières minutes de la première mi-temps? Mais les Messins, ils avaient une stratégie simple, et je pense que après avoir lu certains résumés de matchs tout au long de la saison, ils n'avaient qu'une qualité, en fin de compte, c'est se projeter rapidement vers l'avant en contre-attaque. Et là, en plus, en infériorité numérique, ils ont privilégié ça.
Et effectivement, sur des grands ballons, notamment sur les côtés, plusieurs fois Petro s'est fait déborder, Apia s'est fait déborder, et voilà, ça fait la différence. Ils avaient un petit ailier, ce petit Camara là, qui est quand même très rapide, qui a posé quand même beaucoup de soucis au cours de cette première mi-temps et début de seconde mi-temps. Donc c'est pas évident. Alors la différence, elle se fait, c'est que petit à petit au cours du match, le milieu de terrain stéphanois va prendre le dessus, quoi. Et même quand ils sont en échec, ils vont revenir en arrière. Hein, souvent, en fin de compte, on voit, je dis, mais pourquoi ils ne proposent pas soit sur le côté, soit juste devant lui Ils ont pris leur temps. Ils ont pris leur temps. Et peut-être le côté physique, c'est-à-dire qu'à 10 contre 11 aussi, ça commence à piocher à partir de l'heure de jeu. Tu fais courir, ouais. Mais par contre, la deuxième mi-temps, pendant très longtemps, évidemment, on n'a pas marqué, puisqu'il ne s'est rien passé pendant cette deuxième mi-temps. Il faut attendre les prolongations. Pendant très longtemps, on a cru qu'il allait rien se passer. Et donc, on trouve la clé. Il y a des changements. Énormément de changements. Il y a un discours d'Aloglio à la mi-temps aussi de la prolongation qu'on a bien entendu et que j'ai trouvé assez posé, assez intelligent. Ouais, qui demandait en fin de compte, ça va venir, il faut être patient, ça va venir, ça va. Justement, ce qu'on vient de dire, de se faire des passes, de pas se précipiter. On a vu des frappes forcées de 25 mètres. C'est vrai que c'était. Tardieu, une fois, à un moment donné, ça a failli faire mouche. Hein. Mais bon, la plupart du temps, quand même, quand t'as une équipe regroupée, alors c'est vrai que ça peut être contré, mais ça demande tellement d'efforts de se mettre en position qu'il faut tout recommencer. Et les Messins en profitaient à chaque fois pour perdre 4-5 minutes, tu vois. Le temps que Okidja dégage, qu'ils se mettent par terre. Bizarrement, il était beaucoup moins blessé en fin de match, c'est fou ça. Toutes les simulations, on reviendra sur la Ligue 1. Après, si la Ligue 1, ça se résume à ce qu'on a vu là, sur les prestations messines sur les deux matchs, j'espère que non, mais... Le cinéma qui a été fait par les Lorrains, c'est purement scandaleux. Voilà, tu refuses le jeu, tu fais que du cinéma, que ça, et au final, heureusement que t'es puni. C'est mérité. J'ai cru qu'on allait passer à travers. Le football a gagné, on va dire. Mais qu'est-ce que ça a été dur. Bon. Vous êtes dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot, et on vous a dit que c'était la fête puisque les Verts montent en Ligue 1. Donc un titre qui n'a rien à voir avec des Lorrains ou avec des Stéphanois, c'est le regretté Shane McGowan avec son groupe les Pogs avec Fiesta. Francisco Vasquez Garcia, and welcome to Almeria. And we are Cingas and Can Leche, we are Fiesta and Faria. We have the sun of the Shanshona, we have Brandy and half Corona. And Leonardo and his accordion, and Calamari and macaroni. Come all you rambling boys of pleasure, and ladies of easy leisure. We must say adios until we say Amaria once again. Fiesta, les Pogs. Vous êtes bien dans l'émission Coup de tête. Retour sur cette belle montée en Ligue 1 avec une saison, mais je crois que je m'en souviendrai longtemps de cette saison. On y reviendra. On reste un peu sur ce match, non ? Après, on parlera de la saison. Ouais, on reste sur cette juste dire, voilà, s'il y avait un ou deux joueurs à retenir de cette rencontre, parce que il faut des leaders. Il y en a qui étaient sur le banc. On a parlé de Briançon là en off juste avant. Il y en a qui étaient sur le banc. Alors qui selon toi a porté un peu cette équipe vers la réussite, s'il en citait que un ou deux, même si bon, ils ont tous participé. S'il y en a un à retenir et qui sort
de nulle part. Hein, le buteur, c'est Wadji. Wadji qui nous fait monter en Ligue 1 après la saison galère qu'il a connue. Après le match, c'était face à Bordeaux. Il était présent, il a fait 2-3 matchs et puis il s'est reblessé. Tu dis, puis on l'a dit ici à l'antenne. J'avais dit que c'est c'était fini. pas grave la blessure quand même. Ouais. Parce que, comment j'avais expliqué ça ? Non, mais Wadji, t'es obligé de le citer parce que c'est lui qui nous fait monter. Oui, parce que c'était pas au Il même n'avait endroit. pas marqué. Il s'est jusqu'à maintenant. blessé à un autre endroit En fait, du coup, quand t'es resté inactif, que tu reprends, tes muscles, ils peuvent... tu vois, c'est une blessure de reprise qu'il a eu. C'est pas une rechute, une réelle rechute sur ses ischios, tout ça. Alors que précédemment, c'était des rechutes. Voilà, c'était des rechutes. À Donc là, l'automne. je m'étais moins inquiété. Voilà, alors on a eu la belle surprise, mais là aussi, tu vois, on pensait que ce qui était écrit, c'était que Miko Tadze allait marquer contre les Verts parce qu'il est lyonnais, etc. Et en fait, la vraie histoire, c'est que Wadji marque, lui, pour les Verts, mais avec la saison qu'il a vécue. Mais c'est le seul qui est pas choqué, hein, parce que je sais pas si t'as vu les images, on a essayé de le mettre un peu en avant, mais c'est un homme soit très humble, soit très réservé. Oui, il est comme ça, c'est Ouais. son tempérament qui est comme ça, son Mm. caractère. Mm. Voilà, donc Wadji et puis Larsonneur quand même qui nous fait un arrêt dans les prolongations avec la Madgère de l'ancien Bastier là. Celui-ci, il est pas mal. Après, c'est toute l'équipe. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Masson. Oui. Qui a quand même changé la donne. Apia est un petit peu passé à côté, mais aussi il fait un superbe tacle. Ouais, il sauve le match lui aussi. Salvateur dans les prolongations. Donc à chacun, à un moment donné, Petro, il marque ce pion, quoi. Donc voilà. Et puis il y en a un que je mettrais en dessous de tout, mais qui m'a énormément déçu. Mais voilà, c'est. Tardieu. Non. Ah. Oui, Tardieu m'a déçu, mais Après, il ça est allait monté. mieux. Ça allait Ouais, mieux. ça allait Voilà. mieux. C'est- Exactement. Tardieu au début, c'était catastrophique. Non, c'est Sissoko. Sissoko. Sur ce match-là, ouais, sur cette on l'a pas rencontre, reconnu. moi qui l'avais défendu il y a la semaine dernière ou il y a Non, 2 et puis il semaines. marque au match aller quand même, c'est lui qui marque. Voilà. Et sur cette rencontre-là, j'ai trouvé Non, Qui- il y avait qui un était pas au déchet, niveau. il y a un Ouais, déchet ouais. technique hallucinant. ouais, vraiment. Mais lui aussi, ça allait mieux à la fin du match quand même. Je sais pas si t'as remarqué, il a réussi à garder quelques ballons à la fin du match. Mais c'est vrai que c'était dur. Moi, je dirais Dalloglio, hein, mais comme Ouais, c'est un vraiment. joueur. Non, c'est pas un joueur. Mais parfois, on a ce débat-là de se dire, est-ce que là, je trouve que quand même le facteur X, c'est l'entraîneur, de par les changements, parce qu'il faut oser changer toute ta ligne d'attaque sur un barrage comme ça. Alors c'est vrai que les gars ils étaient morts, mais t'enlèves Cardona, t'enlèves Sissoko, t'enlèves Cafaro. Faut les avoir bien accrochés parce que tu fais rentrer des gamins, tu fais rentrer des joueurs qui ont pas, tu sais pas ce qu'ils valent vraiment. Et puis le discours à la mi-temps, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de dire faites-vous des passes, vous allez y arriver, mais précipitez pas les choses, vous allez y arriver. Donc puis même tactiquement, l'équipe était en place. Mettre Apia, j'ai trouvé que c'était plutôt malin pour tenir le score aussi à ce moment-là. Franchement, en plus quand on sait comment il a puis, été tu recruté, tu fais je t'expliquerai tout à l'heure. Tu fais rentrer Fomba aussi, hein. Fomba. Oui, on a Fomba, très ça peu m'a fait vu. peur. Ouais. Depuis 2 ou 3 mois, on le voit très peu, et sur cette double confrontation, on l'a vu quand même apparaître. Par contre, ouais, là où il a eu le nez fin, c'est l'entrée de Masson que j'ai apprécié, et puis aime beaucoup. Il a secoué, hein. Il a secoué quand même cette défense lorraine, et c'est lui qui est le passeur décisif sur le but de Wadji. Non, il a vraiment apporté l'ancien Rémois, et non, franchement, ses choix à Dalloglio et sa stratégie, finalement, ça a payé, quoi. Après être passé, on va dire, un petit peu à côté des 3 derniers matchs de championnat de Ligue de Becté, là, il a réussi son coup sur cette double confrontation, et bravo à lui, et bravo aux Verts, bravo à tous les Stéphanois sur cette euphorie, sur cette émotion. Mais quel dénouement.
Voilà, on est super content évidemment quoi. Moi jamais j'aurais imaginé ça et vous l'avez compris si vous me suivez dans cette émission au mois de novembre. Moi je nous voyais mais très très loin des premières places. Et puis finalement voilà, hein, c'est comme quoi le foot c'est un peu foufou et puis c'est tant mieux, hein, ça nous sourit tant mieux. Hein. Alors, on peut revenir quand même sur ce club quand même de malade mental parce que finalement, rien n'a été facile. Et le dernier match, finalement, c'est un peu le symbole de toute la saison. C'est un peu toute la saison résumée en un match où finalement, là encore, il y a eu des phases hyper négatives, hein, parce qu'à 2-0, avec 0, il se passait rien sur le terrain, des Messins qu'on a réussi à réveiller d'entre les morts, hein. C'est nous qui les avons remis sur pied. Ils étaient Marie Brizard et l'arbitre. Ouais, alors on peut en parler parce que moi je suis pas de ton avis sur c'est la VAR. Sur le non parce que la VAR en fait, on peut pas dire le carton rouge c'est la VAR. Sans la VAR, il y a pas de carton rouge non plus. Non, il y a le jaune. Il y a un jaune. Voilà. Mais et du coup c'est en train de changer ça change complètement le football et je pense que bon voilà, on savait qu'il y avait la VAR et je pense qu'il faut quand on analyse le match, on peut pas dire le penalty si il regarde la VAR quand même. Au départ, il va le voir, il va voir les images. Il siffle direct le penalty, il pointe. Oui, il dit penalty et après. Non mais oui, je parlais du but là. Non, il va pas voir, on lui dit. Oui, je parlais du but. Il y a eu une erreur manifeste pour lui. Tu parles de penalty, ouais, Moi, je parle de Cafaro. Ouais, je parlais le du premier, il est limite hors jeu quand même. Ouais, non, et je parlais du but de Masson. De Masson en deuxième. C'est là où je suis pas d'accord, c'est que la plupart des gens disent il y avait but. Et en fait, moi je pense que si, il y a but. Je pense que quand même qu'est-ce que tu vas trouver comme non mais en fait, même si t'as plus la balle, rentrer dans un joueur, un acteur de l'action, et l'empêcher de ne plus rien faire quoi que ce soit. Tu parles du gardien ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi je fais une passe et après j'attrape mon adversaire mais pour pas qu'il puisse défendre. Il peut pas revenir. Donc c'est normal que ce soit une faute. Imagine dans d'autres situations. C'est pas ça en fin de compte qui siffle. Il siffle la réaction en chaîne qui fait que ça empêche le défenseur. Mais c'est la faute sur le gardien. C'est vrai que mais Sissoko il en fait beaucoup des fautes, hein, aussi. Non mais là tu sors du contexte. Je sors du contexte, mais je trouve que peut-être il peut pas l'éviter. Mais bon, bref, mais il peut pas l'éviter. Et ça fait partie. T'as déjà joué au foot, c'est un sport de contact. Ouais. Donc il est en fin de compte il se tire la bourre pour avoir le ballon. Il arrive avant, il tire, c'est contré. Ça va sur Masson, il la pousse au fond. Mais l'action est pas finie. Si Sissoko sur l'action marque, là pas de problème, il y a pas faute. Il y a pas de si. Bah si. Non, il y a pas de parce si. Parce que tu empêches le gardien de pouvoir intervenir juste après, ou le défenseur. Mais il est en incapacité parce que tu lui as mis un coup de genou dans le plexus, dans le torse. Il est en incapacité de réagir parce que un joueur adverse lui est rentré dedans. Donc tu peux pas comptabiliser l'action qui suit. Pour moi, hein, mais bon. Non. Bah écoute, je suis surpris parce que tu as déjà joué au foot. C'est le genre de situation avec ton adversaire, tu l'as souvent. Donc effectivement, le ballon, il roule toujours, ça va vers Masson, il en profite. Ils ont joué. Il y en a un qui a gagné en fin de compte le ballon, c'est Sissoko. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et même s'il le touche, oui, c'est un sport de contact. C'est comme ça. Mais il a bien joué le ballon, il a pas joué le joueur. S'il avait joué le joueur avant le ballon, je peux comprendre. Mais là, il a bien joué le ballon avant. Donc c'est comme sur un tacle. Si tu joues le ballon, il y a pas faute. Je suis d'accord avec toi, mais on est passé à une ère avec vidéo qui est plus du tout la même que ce que nous on a connu, Marco. Oui, c'est pas pareil, on n'est plus du tout dans le même paradigme. Et c'est ça qui me fait peur, si c'est la Ligue 1, c'est que comme ça, on risque de déguster. Mais il y a 100 fois but, évidemment, de Masson. Et c'est simplement scandaleux de refuser, c'est irrationnel de refuser un but comme celui-ci. Et puis moi, je l'ai dit parce que déjà, je suis supporter vert. Et puis là-dessus, oui, je défends mon truc. Mais tout le monde l'a dit.
tous les gens même extérieurs, tous les médias, c'est scandaleux de refuser un but pareil. Hein, il y en a qu'un qui l'a dit, c'est le commentateur à la noix là, qui était sur Bein, c'est Clément Grèce. Qui était mitigé, mais regarde son acolyte, le joueur il a parlé de scandale. Hein. Voilà, tu dois absolument accorder ce pion, c'est évident. Et ça, plus le penalty qui n'y est pas, puisque Cardona ne touche jamais, mais jamais il ne touche le Géorgien. Hein. Donc l'autre, il est malin en plus. Et on donne en fin de compte on donne raison à celui qui fausse le jeu. Et là, les plus. images, c'est la preuve que la VAR ne sert à rien, parce que les images ne montrent pas s'il le touche ou s'il le touche pas. Hein. Vu l'angle. Il y a eu 4 angles différents. Moi, j'ai vu 4 caméras. Ouais. On voit sur les images, jamais il le touche. Jamais, hein. Mais vraiment, il le touche pas. En plus, lui, il le dit. Oui, non, mais il n'y a pas faute. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Mais la VAR ne fait pas vraiment avancer. Enfin, il n'y a pas de. Parce que même avec les images, pour le coup, les commentateurs qui les ont devant les yeux, c'est leur métier. Ils n'ont pas trouvé qu'il y avait un scandale pour le coup, là. Sur celui-là, sur le Cardona. C'est ça qui est fou, quoi. Oui, parce qu'ils imaginent qu'ils l'ont touché. Oui, c'est pas ça. C'est ça qui est fou, parce que t'as les images et ça sert à rien. Il y a encore de l'interprétation. Oui, mais bon, des situations comme celle-ci, tu peux renverser, tu peux donner un carton jaune à celui qui plonge, mais résultat, on n'a pas été aidé tout au long de sur ce match retour, et heureusement qu'on passe à la fin, parce que du début jusqu'à la fin, les Lorrains ont été plus qu'avantagés. C'est vrai qu'à ce moment-là, on pouvait penser qu'on allait retomber dans une sorte de cauchemar qu'on a déjà connu. Hein. Nous, ça fait. Là, on va revenir un petit peu sur l'historique. Tu peux porter plainte si Saint-Étienne ne passe pas. Vu tu peux porter plainte quand c'est fini. Regarde les matchs là qui se sont mal déroulés. Oui, mais là c'est flagrant. Pour la relégation en nationale, une fois que le championnat est terminé, ils passent à autre chose. Ils s'en foutent complètement de ça. Tu peux bien faire ce que tu veux, sauf si tu t'appelles le Paris Saint-Germain. Quand tu as des enjeux financiers, non, tu t'en fous pas. Bah alors là, c'était vraiment flagrant. Et voilà, ça nous a souri et c'est tant mieux. En tout cas, on monte en Ligue 1. On a quand même, tout au long de cette saison en Ligue 2, becté. J'en profite, je le dis, parce que c'est la dernière fois. On a 11 défaites, Olivier, et on monte. C'est quand même assez rare. Exactement. Alors que Le Havre n'en avait eu que 3 défaites. C'est quand même assez fou. Après, Le Havre avait. Donc la saison, revenons. Tu veux mettre un autre titre ou tu veux qu'on parle de la saison tout de suite? Est-ce que tu as un titre qui colle? J'ai beaucoup de titres, il n'y a pas de souci. Mais... Bon, on parle un petit peu de la saison. Donc, quand je dis que ce match-là, c'était un peu la saison en résumé, on est passé par des phases complètement moroses. Tu dis 11 défaites, mais moi je dirais plus 11e place. On a occupé la 11e place il n'y a pas si longtemps que ça. Donc au moment où Dalloglio arrive, c'est janvier. Voilà. Donc il y a eu des cycles, des cycles où ça allait plutôt bien, mais il y a eu des cycles où ça allait plutôt très très mal. D'ailleurs, il y avait un article dans l'équipe qui retraçait un peu cette saison. On apprend pas mal de choses. Alors des choses dont on se fout complètement, des indiscrétions. Un peu qui n'ont aucun sens sur la vie privée des joueurs et des entraîneurs. Mais par contre, on apprend 2-3 petites choses, notamment l'arrivée de Dalloglio qui a failli ne pas se faire, puisque en fait, il avait refusé la première offre que les présidents lui ont fait. Ça a failli être Lamouchi ou Zoumana Camara, et puis finalement, il y a eu une deuxième offre, réévaluée pour Dalloglio, qui cette fois-ci l'a accepté. Donc ça, je trouve que c'est une info assez importante, et il faut remercier peut-être ceux qui l'ont fait venir. Je sais pas qui c'est, mais bon, on va mettre le triumvirat là, Perrin, Soukas et leur acolyte, mais aussi peut-être le président Romeillet.
dans cette histoire-là parce que il y a des entretiens, il était là, etc. Donc à ce moment-là, puisqu'en plus ils vont rendre leur révérence, on va là. Et puis la deuxième chose que j'ai retenue, tu me diras ce que tu as retenu de cette saison, toi, c'est qu'on apprend que finalement, tu sais, il y avait eu la polémique comme quoi il y a des joueurs qui avaient peur de ne pas être reconduits si on allait en Ligue 1. Et en fait, on apprend qu'il y a plus de joueurs qui avaient tout intérêt à ce que le club monte. Déjà, il y avait les fins de contrat. Donc, quand t'es en fin de contrat, il vaut mieux que tu te montres avec une belle fin de saison. C'était Chambaud quand même, Mouefek et Nadé. Donc 3 joueurs très importants de cet effectif. Et aussi, il y avait beaucoup de joueurs, alors j'ai pas les noms, qui avaient un renouvellement automatique d'1 an en cas de montée. Donc ça je le savais pas et c'est vrai que ça a motivé certainement certains joueurs. Je pense par exemple à Briançon qui est irréprochable, mais même remplaçant on l'a vu haranguer et je pense qu'il était concerné par cette clause et ça je le savais pas. Donc plutôt que de nous parler de joueurs qui veulent pas jouer, je pense que voyons le verre à moitié plein, hein. Donc il y avait des gens qui avaient des joueurs qui avaient tout intérêt à ce que ça se passe bien. Voilà ce que je retiens. Le tournant de la saison, encore une fois ça sera pareil que mon top, c'est Dalloglio qui a réussi à faire quelque chose d'énorme dans ce club, hein. Ouais. Alors que Batles était en échec. Dalloglio qui a fait mentir pas mal de monde. Puis moi j'étais très frustré qu'il ne fasse jamais jouer ou presque jamais jouer le Marocain Bouchouari, mais finalement Dalloglio il monte là c'est sûr en Ligue 1. Donc bravo à lui. Voilà. C'est vrai que c'était une saison de montagne russe. Moi, ce que je retiendrai, c'est un match en Coupe Sud où on n'était même pas 2000 en tribune. Alors, je sais plus si c'était le match de Coupe de France face à Nîmes avec la défaite ou le match de Pau. Je me souviens plus. Là, j'ai besoin d'Eric à côté de moi parce que voilà, c'est une encyclopédie. Alors, je me souviens qu'il n'était pas dans le COP à ce moment-là, Eric. Mais voilà, on était très peu. Vraiment, puisque les Greens faisaient grève, il y avait personne, il faisait froid, on était très peu et on assistait à très peu de jeux côté Saint-Étienne et c'était cet automne. Et puis moi je vais retenir le match face à Bordeaux qui a lieu au mois d'avril et qui change absolument tout et avec le stade en ébullition comme j'ai rarement connu et qui change quand même pas mal la donne. Et puis moi ce Dalloglio qui fait venir Cardona qui a été un joueur qui change complètement la donne dans cette équipe de Saint-Étienne et moi je dis chapeau Cardona là parce que je m'y attendais vraiment pas. Je suis très surpris de retrouver les Verts en Ligue 1. Vu au bon moment. Vu le début de saison. Ça tombe à pic, franchement, quand même. Hein. Ouais, ça tombe à pic. Ouais, je te dis, les Nord-Américains. Voilà, on va en parler. On va ouvrir une page. Ouais. Et c'est une nouvelle page énorme après celle très longue que l'on a connue. En fait, on a connu pour coup de tête pour cette émission de radio, on a connu que. La présidence bicéphale, hein, Romeyer Cayazo et donc voilà hier donc on a appris, donc ça a été officialisé que l'homme d'affaires canadien Tannenbaum qui s'appelle qui a créé donc une filiale Kilmer Group a racheté l'AS Saint-Étienne et a placé à sa tête Ivan Gazidis. Et 2 collaborateurs vont l'accompagner. Il s'agit de Hus Famy et Jason Rosenfeld, qui d'ailleurs se sont présentés à la presse et commencent à dire ce qu'ils vont pouvoir faire à Saint-Étienne. À long terme. À long terme. Ils ont dit des choses qu'on va essayer de décrypter ensemble, avec un gros coup de cœur pour la parole d'Ivan Gazidis qui a dit que l'AS Saint-Étienne était un des plus grands clubs du monde. Alors bon, là, il faut aller doucement avec notre petit cœur, Yvan, parce que on n'était pas prêt, hein, après avoir passé quelques saisons en Ligue 2, perdu des matchs contre Dunkerque, perdu des matchs contre je ne sais pas qui. Encore, on a du mal à croire qu'on est un des plus grands clubs du monde.
faut pas qu'ils nous vendent trop de rêves. Donc j'ai eu un peu peur quand j'ai entendu cette phrase, même si ça flatte un peu notre ego. Mais par contre, tout le reste semble assez professionnel, semble assez construit, semble assez réfléchi. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Oui, de toute façon, on peut faire que confiance. Maintenant, on n'a plus trop le choix. Ça fait mal d'être vendu, mais bon, après, je l'avais dit, c'est inéluctable si tu veux progresser. On verra. Moi, je fais confiance à ces Canadiens et on verra ce que ça donne. Mais je pense que déjà, ils vont mettre un peu d'argent pour le mercato estival et il va pas falloir se tromper. Après, il va falloir faire des choix forts, comme reconduire par exemple Dalloglio au poste d'entraîneur. Je crois que c'est acté ça. Hein. Ouais, mais tu vois, on savait pas trop. Après, juste au-dessus, Eric se posait la question. Effectivement, quand ils sont arrivés, les Canadiens, garder Perrin et Soukas. À mon avis, c'est temporaire ça. Voilà. C'est pour pas avoir quelques relais quand même, qu'on les mette sur de bons rails quand même. C'est normal, mais je pense que ils ont l'espérance de vie de ce trio-là à la tête de l'AS Saint-Étienne, des postes à responsabilité, je pense que les jours sont comptés, à moins qu'il y ait quelques surprises. Mais bon, c'est classique dans le rachat d'une entreprise. T'es obligé de t'appuyer sur tu arrives, bon voilà, ne serait-ce qu'en étant déjà pas ne parlant pas la même langue que sur place, tu peux pas arriver et enlever tous les gens, voilà, enlever toutes les strates de l'organisation, c'est risqué. Donc quand je dis que c'est assez réfléchi, j'ai l'impression qu'ils prennent le rachat par le bon bout. Ouais. Il y a aussi, on le dit avant que j'oublie, la place qui va être donné à l'équipe féminine. Bon, ça tombe bien, ce soir il y a un match à Geoffroy Guichard et puis bientôt des Jeux Olympiques et on a une équipe en Ligue 1 quand même, en féminine, donc il y aura une grosse... On est en Ligue 1 et en plus, et à la formation. Donc ça aussi, ça va changer. Qu'est-ce qui va changer ? Je l'ai déjà dit, mais si on regarde comment sont organisées leurs équipes, c'est des cellules dans chaque département, le département sportif, le département médical, le département statistique, le département de la performance, avec énormément de gens. Alors ça change pas tout. Ça change pas tout. Hein. Je sais pas, je demande à voir. Il y a des gens qui sont. J'ai entendu des gens aujourd'hui, figure-toi, qui sont hyper sceptiques en disant c'est tout beau, c'est tout rose et le contexte stéphanois n'est pas si simple que ça à appréhender et ça va pas sourire tout de suite. Je fais pas partie de ceux-là. Écoute, on verra tout ça, on en reparlera dans les émissions coup de tête, mais une chose est sûre, c'est qu'en cas de non-montée, le club allait mal, il devait absolument limoger au moins une centaine de salariés et puis le fait qu'ils viennent, ça change la donne quand même. Ils vont conserver leur emploi et ça, moi je dis un grand coup de chapeau aux Canadiens, rien que pour ça. Parce que franchement, le club de Saint-Étienne avait visé sur 2 ans pour remonter. Et sinon, le budget allait être vraiment, vraiment limité pour l'année suivante. Et c'est vraiment, ça se déroule très bien. Et tant mieux, les planètes se sont alignées. Il nous reste peu de temps, Olivier. On a beaucoup, beaucoup parlé. On a fait la fête. On va tout de suite enchaîner avec les coups de cœur et les coups de tête quand même, parce que c'est quand même le titre de notre émission. Alors tout de suite, on va commencer par les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. 2 hommages, un à Perrin, puisque on apprend aujourd'hui que c'est lui qui a organisé le recrutement. Alors bien sûr, il y a Dalloglio qui était derrière, mais lui aussi a travaillé, donc on peut quand même lui rendre hommage. On l'a assez critiqué cette saison. Et puis j'ai un petit mot pour Tardieu, qui a eu, je trouve, qui a eu pas mal de classe au moment où de faire le bilan, puisqu'il a remercié Batles qui l'avait fait venir. Et c'est vrai que sans les points récupérés par Batles, on pense à une série de quelques matchs où ça a plutôt bien fonctionné pour lui.
On apprend que voilà, donc c'est voilà pour Tardieu, pour les quelques matchs sur la fin de saison où il a été très important, et puis pour cette phrase, on dit que les joueurs sont des idiots. Parfois, ils réfléchissent pas. Ben voilà un joueur qui réfléchit et qui sait d'où il vient, qui sait qu'il faut remercier. J'ai beaucoup aimé l'ambiance à Saint-Étienne jeudi soir, hein, en sortant du stade, avant le match, pendant le match, après le match, et puis l'ambiance de feu après cette délivrance dimanche soir. On a vu des images à Andrézieux-Boutéon à l'aéroport, dans le centre de Saint-É, place Jean Jaurès, place d'Hôtel de Ville, un peu partout dans toutes les rues à Saint-Étienne, et ça fait énormément de bien à la ville, donc c'est vraiment sympa. Et un autre coup de cœur qui n'a rien à voir avec Saint-É, c'est Watford qui aujourd'hui qui offre la possibilité d'être propriétaire, aux fans, en fin de compte, offre la propriété partielle d'un club à hauteur de 10%. Donc voilà, on peut acheter des actions, alors ça passera pas au-dessus de 10%, mais c'est quand même, on passe un cap, hein, et on en a beaucoup parlé pendant ces 12 années, depuis qu'on fait l'émission Coup de Tête, hein, on en a parlé au début, et c'était un certain Diable Vert, hein, je sais pas si tu te souviens, on avait échangé avec lui sur les socios, et tu vois, à Watford, en Angleterre, donc Ligue 2, alors qu'ils ont les actions, un budget qui est au-dessus du nôtre encore, hein, mais les actions, voilà. c'est quand même faut avoir de l'argent. Enfin, tu peux pas mettre. Là, c'est 58 euros. 58 euros, 50 pounds, 50 livres, Ouais. et 58 euros pour 4 actions. Tu peux pas au-delà de 4. Enfin voilà, c'était. Je pense que c'est important dans le foot de parler de ce genre de choses, parce que je pense qu'on va y venir petit à petit. Voilà pour les coups de cœur. On passe tout de suite au coup de tête, même si on n'a plus beaucoup de temps. Tiens, il reste 1 minute 30, mon pauvre Voici Olivier. les coups de tête. Bien évidemment, le coup de tête, ça va être la réaction de l'Olympique Lyonnais juste après la montée, avec cette photo de Fekir montrant son maillot à Geoffroy Guichard. Mais qu'il ne s'inquiète pas, s'il faut aller à Groupama, en banlieue, au Groupama Stadium, mais on ira avec plaisir. Voilà pour mon coup de tête. Ouais, on leur manque et ça peut se comprendre. J'ai pas du tout aimé le commentateur de Being, là, Clément Grèce. Là, en plus, qui sur le but, il a dit un club qui se dit légendaire. Voilà. Alors, qui revoit la définition de légende et l'adjectif légendaire, hein, puisqu'il y a un récit populaire autour. Et s'il y a bien un club qui est populaire, c'est bien Saint-Étienne. Mon pauvre Clément Grèce, tu m'as vraiment déçu du début jusqu'à la fin. J'ai pas. Ouais, le parcage n'était pas totalement plein au retour à Metz, à Saint-Symphorien. J'étais assez surpris et je trouve ça un peu bête. Et puis le fait qu'on n'aura plus de cannelés de Bordeaux, on n'ira plus au musée Soulage à Rodez, et surtout, on ne jouera pas contre le Red Star. Et ça c'est vraiment dommage. Ce sera pour l'année prochaine. J'espère que le Red Star montera en Ligue 1, mais voilà, ça c'est un gros pincement de cœur, parce que quand même On les soutiendra. Il y aura des verts en Ligue 2. L'étoile rouge, maillot vert face à Saint-Étienne, ça m'aurait bien plu. Voilà. Et puis un dernier coup de tête, c'est Eric qui a eu des soucis lors du deuxième but, donc le but de Cardona jeudi dernier, qui a été complètement qui a été à l'infirmerie, le pauvre de Geoffroy Guichard. Et on pense bien à lui, on lui fait un gros bisou, et on se retrouve l'année prochaine pour la 13e ou 14e saison de Coup de Tête. D'ici là, nouvelle version ricaine, canadienne, version nord-américaine, avec du sirop d'érable à la mi-temps. C'est ça, hein. On hésite à la faire en anglais l'année prochaine. Allez les Verts. Et vous savez quoi? On est où? On est en Ligue 1.